Bonjour à tous, nous allons maintenant attaquer la deuxième partie de la présentation sur le coude et l'avant-bras en étudiant les différentes actions musculaires. Donc nous allons commencer par les mouvements du coude en flexion et les trois principaux muscles fléchisseurs du coude sont le biceps brachial dans sa longue portion et dans sa courte portion, le brachialis, appelé dans le temps brachial antérieur, et le brachioradialis. À côté de ces muscles, le fléchisseur radial du carpe et le rond pronateur peuvent également participer au mouvement de flexion du coude. Alors, ce qu'on a observé, c'est que le moment maximal en flexion est de l'ordre de 70 Nm pour les hommes et de environ la moitié pour les femmes, 35 Nm. Notons également que le moment en flexion est environ 30% plus élevé que le moment en extension. Cette différence provient sans doute des exigences fonctionnelles relativement plus importantes au niveau des fléchisseurs qu'au niveau des extenseurs. Il faut également remarquer que le moment en flexion maximale est plus important, environ 20 à 25%, lorsque l'avant-bras se trouve en supination que lorsque l'avant-bras se trouve en pronation. Il y a deux raisons pour cela. C'est d'une part parce que les bras de levier du biceps et du brachioradialis sont plus grands lorsque l'avant-bras plutôt est en supination. La seconde raison est liée au fait que, en fait, tous les muscles qui ont une action double sur des articulations vont d'abord devoir bloquer l'articulation distale avant de pouvoir agir sur l'articulation proximale. Ceci veut dire que le biceps va d'abord s'occuper, entre guillemets, s'occuper de la supination avant de pouvoir réaliser la flexion. Et donc, si le bras se trouve déjà coincé, de nouveau entre guillemets, en supination, il va pouvoir agir de façon beaucoup plus efficace sur la flexion du bras que si le bras se trouve en pronation et que il y a un autre muscle qui doit bloquer ce bras en pronation dans cette position-là et qui va contrecarrer à ce moment-là l'effet du biceps sur la flexion. Vous voyez ici une vue latérale qui montre les lignes de force des trois principaux muscles fléchisseurs du coude. Les lignes épaisses représentent les bras de levier de ces trois muscles que sont le brachialis, le biceps et le brachioradialis. Ici, le coude est fléchi à environ 100 degrés, ce qui place le tendon du biceps à environ 90 degrés par rapport à l'avant-bras. L'axe de rotation médio-latéral du coude passe par le centre du capitulum. Donc je vous rappelle, comme nous l'avons vu dans le cours de biomécanique, que le moment engendré par un muscle est lié d'une part à la force qu'il est capable de développer, c'est-à-dire au vecteur force, ce que nous avons appelé dans le cours de biomécanique le vecteur Fm, et d'autre part, il est également lié au bras de levier du muscle, ce que nous avons appelé dans le cours de biomécanique Bm, et donc la grandeur du moment Mm est liée à ces deux facteurs. Lorsqu'on mesure expérimentalement les moments développés par ces trois muscles, on constate que le biceps et le muscle brachial antérieur, donc le brachialis, développent un moment qui est à peu près égal. À quelques newton-mètres près, ces deux moments sont de toute façon du même ordre de grandeur. Par contre, le brachioradialis développe un moment qui est d'environ 2 fois plus petit que... Et donc les deux muscles principaux qui engendrent la flexion sont le brachial antérieur et le biceps brachial. Nous allons maintenant passer au mouvement du coude en extension. Alors, au niveau du coude,
les extenseurs du coude principaux, sont le triceps brachial dans sa longue portion, sa portion moyenne et sa portion latérale, et l'enconé. Nous avons également une participation du long et du court extenseur du carpe, de l'extenseur commun des doigts, de par leur insertion au niveau de l'humérus, et l'extenseur ulnaire du carpe. Mais leur action est moins importante que celle du triceps et de l'enconé. Alors si on mesure expérimentalement les moments qui sont engendrés par les trois chefs du triceps, on constate qu'ils sont du même ordre de grandeur, qu'ils sont à peu près semblables à quelques newton-mètres près. En effet, ces trois chefs développent une force musculaire similaire et ils ont, côté du coude, un bras de levier qui est le même. Par contre, le moment qui est engendré par l'enconé, par l'enconéus, est environ 6 fois plus petit que celui du triceps, parce que la force musculaire que l'enconé peut développer est environ 3 fois plus petite, et son bras de levier est environ 2 fois plus court. Donc, on peut aussi remarquer que le bras de levier du triceps est plus grand lorsque le coude se trouve en extension que lorsque le coude se trouve en flexion. Et donc, entre une extension complète et une flexion, le bras de levier du triceps va se réduire, comme cela vous est présenté sur la figure de gauche, sur la partie de la figure de gauche. Malgré cela, les muscles extenseurs du coude produisent un moment maximal lorsque le coude est fléchi entre 80 et 90 degrés. Et donc, malgré que le bras de levier n'est pas le meilleur à ce moment-là, en fait, la force musculaire développée à ce moment-là est beaucoup plus grande que lorsque le coude se trouve en extension complète. Ceci est lié au fait que un muscle en général, plus il est court, moins il peut développer une force musculaire Fm importante. Et donc la combinaison du bras de levier et de la force musculaire est la meilleure lorsque le coude est fléchi à environ 90 degrés. Cette position de 80 à 90 degrés où le moment du triceps est maximal correspond à la position où les muscles fléchisseurs produisent également un moment maximal en flexion. Et donc le fait que le muscle triceps et biceps peuvent provoquer une forte coactivation isométrique dans la même position qui est proche de 90 degrés, produit une posture très stable au niveau du coude. Voyons maintenant ce qui se passe lors des mouvements du coude en prosupination. Plutôt que mouvement du coude, on devrait parler de mouvement de l'avant-bras en prosupination. Et donc voyons maintenant quels sont les muscles qui réalisent ces mouvements de pronation et de supination. Les muscles supinateurs de l'avant-bras sont tout d'abord le biceps brachial, le brachioradialis et le muscle supinateur. Il y a également, ou il peut également y avoir une participation du long extenseur du pouce et de l'extenseur de l'index. Pour les muscles pronateurs, les muscles principaux pour activer la pronation, pour réaliser une pronation, sont le rond pronateur, donc le pronator terrestre, le carré pronator et le fléchisseur radial du carpe. Ils peuvent également être aidés dans les mouvements qui demandent beaucoup de force par le long palmaire, c'est-à-dire le palmaris longus. Les muscles supinateurs principaux sont donc le muscle biceps brachial et le muscle supinateur. Lorsque l'avant-bras est en pronation, le muscle supinateur est alors tordu
et allongé autour du radius. Et il maximise ainsi son bras de levier pour provoquer une supination, de l'avant-bras. L'axe de force engendré par le supinateur passe alors cependant trop près de l'axe de rotation médio-latérale du coude pour engendrer un mouvement en flexion ou en extension. Le muscle supinateur se contracte principalement pour des tâches de faible puissance. Dans ce cas, le biceps reste relativement inactif. Lorsque le mouvement de supination demande une puissance moyenne ou élevée, le biceps va alors se contracter. En effet, le biceps brachial est un muscle relativement puissant comme muscle supinateur de l'avant-bras. Cependant, ce muscle, comme nous l'avons dit précédemment, est un muscle polyarticulaire et donc il va falloir que d'autres muscles comme le triceps ou le deltoïde postérieur se contractent pour neutraliser les actions indésirables du biceps sur l'épaule et sur le coude. L'efficacité du biceps en tant que supinateur est maximale lorsque le coude est fléchi à environ 90 degrés. En effet, à cet angle, le tendon du biceps est à 90 degrés par rapport au radius, à peu près 90 degrés, et lorsque le coude est fléchi à 30 degrés, par exemple, le bras de levier du biceps est fortement réduit et le moment musculaire diminue d'environ 50%. Prenons dans cette diapositive l'exemple du serrage d'une vis. Donc, lorsqu'on serre une vis, il faut tourner dans le sens horloger. Si on est droitier, eh bien, les muscles qui vont provoquer cela sont les muscles supinateurs, c'est-à-dire le biceps droit ici, le muscle supinateur droit et l'extenseur pollicis longus, et qui va également participer à ce mouvement. Dans ce cas, le muscle triceps est également activé isométriquement pour neutraliser la force tendance à la flexion du coude qui va être provoquée par le biceps. Alors il faut savoir que les muscles supinateurs produisent un moment qui est environ 25% plus important que les muscles pronateurs. Et donc c'est pour ça que de nombreuses activités fonctionnelles reposent sur une force plus importante pour les muscles supinateurs, en tout cas lorsqu'on est droitier. Par contre, si on est gaucher et qu'on veut visser une vis, eh bien on va devoir utiliser les muscles pronateurs, ce qui est évidemment beaucoup moins efficace, et donc les gauchers vont en général prendre le tournevis de la main droite et également visser en utilisant les muscles supinateurs droits, ce qui explique pourquoi les gauchers sont en général plus ambidextres que les droitiers. Passons maintenant aux muscles qui provoquent les mouvements de l'avant-bras en pronation. Donc les deux muscles principaux sont le pronateur terrestre, donc le rond pronateur, et le pronator quadratus, donc le carré pronateur. Le flexor carpi radialis et le palmaris longus vont également jouer un rôle dans la pronation, mais ce sont des pronateurs secondaires, tous deux rattachés à l'épicondyle médial de l'humérus. Donc, la partie proximale du pronator terrestre a deux chefs qui s'insèrent l'un sur l'humérus et l'autre sur l'ulna. Le pronator terrestre est impliqué dans les mouvements de pronation qui demandent force et puissance. Ce muscle est un pronateur primaire de l'avant-bras, mais il peut également fléchir le coude et donc participer à cette flexion. Le triceps est un muscle synergiste important pour le pronateur terrestre, puisqu'il va en fait neutraliser la capacité du pronateur terrestre à fléchir le coude. Si je regarde maintenant le pronateur quadratus, le carré pronateur, il est situé en profondeur à l'extrémité distale et antérieure de l'avant-bras.
Le pronateur quadratus est impliqué dans tous les mouvements de pronation, donc pas seulement dans ceux qui demandent de la puissance. Le vecteur force du pronateur quadratus est orienté presque perpendiculairement à l'avant-bras. Cette conception va maximiser le potentiel du muscle à produire un moment musculaire. De plus, lorsqu'il se contracte, le muscle va comprimer simultanément l'encoche ulnaire du radius contre la tête ulnaire et ainsi stabiliser l'articulation radio-ulnaire distale. Et donc, nous allons voir ça maintenant un petit peu plus en détail au niveau donc, de ce qui se passe au niveau du pronateur terrestre et ensuite au niveau du pronateur quadratus. Vous voyez sur cette diapositive une illustration de l'articulation huméroradiale droite pendant la pronation active de l'avant-bras. Pendant la pronation, la fovéade de la tête radiale va tourner contre le capitallum. La rotation se produit autour d'un axe qui coïncide presque avec un axe vertical qui passe par le centre du capitallum. Et donc, cette force que vous voyez qui est engendrée par le pronateur terrestre va évidemment provoquer un mouvement en pronation, mais la composante verticale de cette force que vous voyez se dessiner en bleu ici va également provoquer un mouvement de compression entre le capitulum et la tête du radius. D'autre part, la composante horizontale de la force du pronateur terrestre qui se voit, vous voyez, elle vient se dessiner en bleu ici sur le schéma, va elle comprimer la tête du radius contre l'ulna et donc ainsi comprimer l'articulation radio-ulnaire. Voyons maintenant ce qui se passe à l'autre extrémité de l'avant-bras, c'est-à-dire du côté distal, lorsque on réalise un mouvement en pronation. Donc le second muscle qui va travailler, qui est en fait celui qui va travailler dans toute pronation, je vous rappelle que le pronateur terrestre, lui, ne travaille que lorsque les mouvements de pronation demandent une certaine puissance. Donc le carré pronateur travaille, lui, par contre, dans tous les mouvements de pronation. Et donc, vous voyez en A une vue antérieure de l'articulation radio-ulnaire distale qui montre la direction de la force engendrée par le pronateur quadratus et également son bras de levier efficace, c'est-à-dire la ligne en pointillé que vous voyez ici, qui remonte jusqu'au centre de rotation qui se trouve au niveau de la tête du radius. Et donc, le carré pronateur a un bras de levier qui est assez grand pour faire pivoter le radius autour de l'ulna. Donc, le schéma que vous voyez en B illustre la direction de la force du pronateur quadratus. Cette fois-ci, lorsque vous regardez l'articulation en coupe, on voit ici donc que le centre de rotation se trouve au niveau de la tête de l'ulna et vous pouvez voir la direction de la force du pronateur quadratus, de même que son bras de levier par rapport au centre de l'articulation de l'ulna. Et donc vous voyez que le pronateur quadratus engendre un moment en pronation, qui est donc le produit de cette force musculaire par son bras de levier, et il engendre également une force en compression entre les surfaces articulaires du radius et de la tête de l'ulna. C'est les petites flèches opposées qui sont présentées sur le schéma. Et donc cette double fonction du pronateur quadratus est également illustrée sur la figure C. Donc vous voyez à la fois la fonction de faire tourner le radius autour de l'ulna et vous voyez cette fonction de compression qui va
écraser le radius surlunar et ainsi stabiliser l'articulation radio-ulnaire distale. Voilà, ceci termine la partie de la présentation sur le coude. Vous recevrez dans quelques jours la présentation sur le poignet et la main qui sera aussi, elle, divisée entre la cinématique articulaire et les moments provoqués par les différents muscles de ces articulations.